à la fois c'est un peu politique, mais je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, ce que ça traverse le Moyen-Orient et le Kurdistan, que ce soit l'Irak, le nord de l'Irak, que ce soit en Syrie, Rojava, ou bien l'Iran aujourd'hui. Ici, il est en feu et en sang. Il y a plus de 3000 Kurdes qui sont. Plus, oui, 30 000 personnes sont mortes déjà en Iran civil. Mesdames et messieurs, chers amis, merci du fond du cœur d'être venus aujourd'hui pour cette conférence consacrée à la reconnaissance du génocide kurde. Nous portons ici un espoir immense que l'Europe, notre nouvelle patrie, pour beaucoup d'entre nous, soit parmi les premières à reconnaître officiellement le génocide kurde. Non seulement celui de 1988, mais aussi les différentes phases de destruction systématique subies par notre peuple 1980, 1983, 1988 et 2014. En 1988 seulement, ce sont 182 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des centaines de milliers d'exilés. En 1988, j'avais 14 ans. Je me trouve avec mon père, ma mère et mes 5 frères et sœurs, réfugiés dans les montagnes, dans les grottes. Nous attendions le moment propice pour fuir, descendre, franchir une route et tenter de rejoindre la Turquie. Mes frères et sœurs étant trop jeunes pour marcher longtemps, ils étaient transportés par des mules. Arrivés près de la route, nous nous sommes cachés dans les buissons, attendant que les militaires cessent de errer dans la zone. Dans ce silence mortuaire, sous la lune, dans le froid, une seule envie nous habitait, partir. Une seule prière, ne pas mourir. Nous attendions les balles siffler au loin. Nous avions peur des bombardements, de napalm, des armes chimiques. Lorsque nous avons franchi la route, nous avons couru vers la montagne d'en face. Mais toute la région était déjà sous les bombes. Le feu avait ravagé les villages, les montagnes, la vie elle-même. Durant cette fuite d'horreur, ma mère très malade, il n'avait pas de médecin, seulement d'autres exilés, eux aussi terrorisés pour nous aider. Et dans cet enfer, mon petit frère, il avait quelques jours sur cette montagne au milieu de la fuite, de la mort et de la mort. Nous avons passé plus de 10 jours dans ces montagnes cachées dans les grottes ou dans des bunkers. Ma mère, à bout de force, a failli à plusieurs reprises abandonner mon petit frère, incapable de le porter davantage. Beaucoup de familles ont dû laisser leurs personnes âgées derrière elles, incapables de continuer. Elles ont toutes été tuées par le régime de Saddam Hussein. Puis est venue la frontière turque. L'État turc ne voulait pas nous laisser passer. Lorsque, de la première tentative, des milliers de Kurdes ont traversé, mais l'armée turque est intervenue, armes pointées, nous chasser violemment vers l'Irak, nous menaçant de nous tirer dessus. Nous sommes retournés côté l'Irak. L'armée irakienne avançait. Elle était à quelques kilomètres seulement. On attendait les tirs de Kalachnikov. Ils tiraient partout. Alors nous avons retenté notre chance. Pour nous, rester ou partir, c'était la même chose. La mort. Nous avons choisi de tenter de mourir côté Turquie plutôt côté l'Irak.
Cette fois, nous avons réussi à passer. Le lendemain, des journalistes et des parlementaires kurdes sont arrivés. Les Kurdes de Turquie nous ont aidés. Ils ont médiatisé notre exode, ce génocide, et la Turquie n'a pas pu nous renvoyer. Mais nous étions épuisés. Mon père était blessé, ma mère était gravement malade, moi aussi, je souffrais de blessures récentes, sans nourriture, sans eau. Le gouvernement turc nous a transférés dans un camp à quelques kilomètres de la frontière de l'Irak. La Turquie souhaitait toujours nous livrer à l'Irak. Les jeunes étudiants de la ville de Salopi ont manifesté devant le camp pour nous soutenir et empêcher de nous livrer, que le gouvernement turc nous livre à l'Irak. La Turquie nous a transférés dans un autre camp qui s'appelait Mardin, plus loin. En Turquie, il y avait 3 camps de réfugiés kurdes. Mardin, 16 000 personnes, Mouche, 8 000 personnes et Diyarbakir, 12 000 personnes. Mardin a été la pire des 3. L'hiver, il faisait très froid, l'été très chaud, sous les tentes, la vie était très dure. Quelques points d'eau et WC pour toute la population. L'État irakien, avec la complicité turque, ont réussi à mettre du poison dans le pain. Et en 1 heure, plus de 3000 personnes sont tombées malades. L'Irak et la Turquie menaient contre nous une véritable guerre psychologique dans ce camp. Daniel Mitterrand était venu nous rendre visite dans les camps. Nous lui avons demandé de nous sortir de cet enfer. Nous lui avons donné une liste de 345 personnes à rapatrier en France, ce qu'elle a fait. Quand on est arrivé en France grâce à Madame Danielle Mitterrand, et quand je vois les films sur la Deuxième Guerre mondiale et sur les camps de nazis, et la façon que la Turquie nous a traités, notre camp était très surveillé, culturé de barbelés, très dense, de plus avec une largeur d'environ de 4 mètres. Il était balayé tous les matins pour voir les traces des pieds. Et tous les 200 mètres, un militaire nous surveillait jour et nuit. Tous les jours, un représentant d'un village allait en ville acheter quelques provisions. Personne d'autre ne pouvait quitter le camp. Des injustices, de mépris, une violence systématique. Et je pose aujourd'hui cette question: comment, au XXIe siècle, de tels crimes sont-ils encore possibles? Comment des hommes d'aujourd'hui pouvons-ils commettre de tels actes? Et si cela n'est pas un génocide, alors qu'est-ce qu'un génocide? Oui, ce qui s'est passé en 1988, c'était hier. Et oui, c'était un génocide. L'Europe, aujourd'hui, doit le reconnaître. Il y a en Europe des milliers de survivants du génocide de 1980, 83, 88 et 2014. Encore hier, les crimes des djihadistes ont frappé notre peuple. Nous demandons aujourd'hui que l'Irak reconnaisse officiellement la totalité des génocides commis contre le peuple kurde. Pour nous, il s'agit d'un seul génocide étalé sur plusieurs années dans le silence du monde. Plus de 840 000 victimes en Irak. Depuis l'arrivée des djihadistes en Syrie, des milliers de victimes aujourd'hui encore en Syrie. Les rapports sont en cours de préparation à l'écriture. Halabja reste le symbole. Première ville bombardée aux armes chimiques. Plus de 5 000 morts et 10 000 blessés. Une plaie ouverte qui saigne encore. Aujourd'hui, nouveaux-nés sont handicapés.
et les malades sont abandonnés par l'Irak. Nous demandons que cette plaie soit enfin reconnue, soignée, réparée. Le génocide visait le peuple kurde, mais aussi toutes les minorités vivant sur les terres kurdes du Kurdistan. L'objectif était clair, une terre brûlée. Plus de vie, plus d'animaux, plus d'humains. Le message du régime de l'époque était explicite. Tout ce qui est vivant doit mourir. Ali Hassan al-Majid, dit Ali le chimique sur son nom. Aujourd'hui, nous demandons justice, nous demandons reconnaissance pour que plus jamais aucun peuple ne revive cela. Notre association AMVGK continuera ce combat pour la justice et pour la paix, pour le peuple kurde et les populations du Moyen-Orient. Ce que je viens de vous dire, ce n'est qu'un aperçu des atrocités vécues par le peuple kurde. Je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est ce qui s'est passé, même aujourd'hui ça continue. Et on a peur aujourd'hui que le Kurdistan redevienne victime de ces manœuvres des grandes puissances, parce qu'aujourd'hui le Kurdistan, elle est riche en gaz et le pétrole, et aussi on a de l'eau. Ce qui est en train de se faire, c'est le repositionnement géopolitique et du Moyen-Orient, de redestination du Moyen-Orient. Est-ce que nous, on va pouvoir s'en sortir? On ne le sait pas encore. Il y a quelques petits pas qui sont en train d'avancer en Irak. Il y aura une véritable armée kurde. Il n'y aura plus d'armée des partis politiques, parce que jusqu'à présent, il y avait deux forces politiques qui se partageaient, le nord de l'Irak, le Kurdistan. Mais les Américains ont mis accent là-dessus pour faire une armée professionnelle, armée kurde, dans le nord de l'Irak. Et en Syrie, la situation est l'empire aussi. Kobané, la ville symbole de la paix, de la résistance. Aujourd'hui, elle est encerclée à la fois côté Turquie, mais aussi par le régime de Syrie. Et le régime de Syrie, il ne faut pas oublier, c'est un djihadiste. Un djihadiste restera toujours un djihadiste. On ne peut pas laver la tête des gens comme ça. Il est passé par plusieurs filtres et aujourd'hui, il ne reconnaît pas du tout l'autonomie pour les Kurdes. Il veut l'absorber et les Kurdes refusent de se laisser faire parce qu'il a la main pleine de sang encore. Où ça va terminer, on ne sait pas. Pour l'instant, voilà. Merci. Et si vous avez des questions, si je peux répondre, ce sera avec plaisir. Merci. Oui, alors merci pour votre témoignage parce que pour ce genre d'événements, c'est très important que les gens qui les ont vécus les racontent et nous rappellent que ça s'est passé parce que comme vous l'avez dit, le cycle des nouvelles passe très vite et parfois on a tendance à oublier. Donc pour les génocides, c'est très important que les témoignages soient là. Alors peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu comment est la situation maintenant de la reconnaissance du génocide en soi. Est-ce que vous avez des difficultés diplomatiques pour faire avancer une certaine reconnaissance internationale du génocide et quels sont vos atouts? Qui vous aide? Aujourd'hui, en 2021, grâce à Jean-Christian Lagarde, le président de l'UDI à l'époque, il a présenté un projet de loi au Parlement français et malheureusement n'a pas été abouti. Et on est en train de retravailler sur ce projet de loi, de le remodifier un petit peu parce qu'on s'y a peut-être, il avait préparé avec le cœur trop. C'était assez dense. J'ai pas vu, j'ai monté à d'autres. Bref, on le voit ça après avoir passé, c'est trop tard. Et c'était un travail assez intéressant qu'il avait fait, bien sûr. Je le remercie. C'était la première fois qu'on pouvait amener le mot génocide kurde à l'intérieur de l'Assemblée nationale. La France est un pays membre permanent de l'ONU, c'est pas n'importe quel pays.
On a réussi, j'ai été reçu par le ministère des Affaires étrangères pour le génocide qu'on a discuté pendant plus d'1 heure. Et on continue le travail de terrain parce qu'il faut préparer, il nous faut des parlementaires pour qui prennent le projet en main. C'est pas moi qui va l'amener à l'Assemblée nationale, que ce soit là-bas, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Il faut que les parlementaires prennent en charge le dossier et le présenter. Aujourd'hui, on continue à travailler, à faire des conférences, à amener, et petit à petit, en France, on a commencé par planter 2 oliviers en mémoire des victimes du génocide kurde. On en a encore prévu 2 autres qui vont arriver après les élections municipales. Nous avons aussi enregistré l'association au Kurdistan officiellement. On est en train de rassembler toutes les organisations au Kurdistan qui s'occupent des victimes du génocide, des monuments, des mémorials, de les rassembler, de pouvoir travailler sur un projet de loi ou un projet et de le donner aux parlementaires pour qu'ils retravaillent dessus et pour qu'ils puissent le faire passer à l'Assemblée nationale ou par des gouvernements. Notre objectif, c'est l'Europe, c'est la France bien sûr, mais aussi pour plier l'Irak, de venir autour de la table pour qu'on puisse discuter. Parce qu'aujourd'hui, les victimes sont abandonnées. On n'en parle même pas. L'Irak a reconnu, il aide les victimes de 91, c'est pas des victimes de génocide, ils étaient fuis de l'Irak vers l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite direct, ils sont tous venus en Europe, ils n'ont rien vécu par rapport à ce que nous avons vécu. Parce que nous, on a eu le bombardement chimique. Après, aujourd'hui, l'Irak a reconnu partiellement 83, 88, mais 80 et 2014, elle ne l'a pas reconnu. Et ça, c'est s'il n'y a pas des pays extérieurs, l'ONU ou l'Europe ne puissent pas exercer des forces un petit peu politiques sur l'Irak, l'Irak ne va jamais le... Aujourd'hui, il y a d'autres génocides qui sont en cours en Irak, économiques, culturels, qu'on n'en parle même pas. Aujourd'hui, la zone 140, l'article 140 de la Constitution irakienne, les Kurdes souffrent, les minorités souffrent dans ces régions. Expropriation, intimidation, les agriculteurs ne peuvent pas cultiver leurs terres, sont menacés par l'armée carrément. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours. À Kirkuk, l'armée, il y a 2 jours, ils sont rentrés dans les quartiers kurdes pour chasser les habitants. Et on n'en parle pas. Pour ça, cette reconnaissance pour nous, c'est déjà de stopper d'autres génocides. Même si on n'arrive pas à se faire indemniser ou quoi que ce soit, c'est déjà cette reconnaissance qui nous permettra de stopper l'hémorragie d'autres génocides. Et c'est très important aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils puissent connaître et savoir ce qu'on a vécu, pour qu'ils les mettre en garde. Parce que ça peut arriver à tout moment. Aujourd'hui, la Turquie, même si aujourd'hui, dans le nord de l'Espagne ou en Andorre, si je crée un endroit qui s'appelle Kurdistan, il sera contre. Il va venir, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Pour lui, le mot kurde, c'est un mot à ne pas utiliser, surtout pas. Il a demandé, on va faire la paix avec les Kurdes, déposer les armes, ce qu'il a fait le PKK, ils ont déposé les armes. Et aujourd'hui, impossible, normalement, il doit aussi avancer vers la paix, pour le désarmement soit total. Aucun prisonnier politique n'a été libéré. Rien. Et ils ne veulent pas du tout. Ça bouge, mais tout maintenant, c'est entre les mains des Américains, je veux dire, entre guillemets. Parce que est-ce que cette guerre avec l'Iran va avoir lieu ou pas, on ne le sait pas. Avec l'Irak, avec les Hajj Sha'bi, est-ce qu'ils vont le frapper ou pas, on ne le sait pas aussi, parce qu'ils ont mis sur la liste de terrorisme. Mais ce qui fait le plus mal, voilà, c'est pour les Kurdes, cette reconnaissance de ce génocide, c'est très important pour les victimes, pour leurs familles et pour le peuple. C'est pour qu'il n'y ait plus de génocide, parce que le peuple kurde ne demande pas la vengeance. Il ne se venge pas sur les civils, quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Arabes au Kurdistan. Si c'était les Arabes à notre place, et si on avait tous ces génocides sur eux, je vous garantis, aucun Kurde ne serait vivant aujourd'hui.
parce qu'ils se vengeaient. Eux, ils se vengent. Mais nous, on ne venge pas. Aujourd'hui, j'ai peur d'aller dans le sud de l'Irak, alors qu'un arabe du sud de l'Irak, il peut venir au Kurdistan, il est tranquille. Personne ne le touchera. Parce que c'est pas dans notre ADN, quoi. Parce que nous, on est un peuple de Zagros. Le peuple de Zagros, c'est un peuple où il y a trop d'humanisme dans leur ADN. Ils ne tuent pas. Ils sont pour le progrès, pour le vivre ensemble. On a plusieurs religions qui vivent ensemble, côte à côte. Il n'y a jamais eu de problème au niveau de la religion. On vit ensemble, les chrétiens, les zoroastriens, les yézidis, et j'en passe. Chacun croit à ce qu'il veut. Certes, majoritairement c'est des musulmans, mais ça reste un havre de paix dans la région du Moyen-Orient aujourd'hui. Parce que c'est entouré de l'islamisme, du terrorisme, j'en passe, quoi. Et ça sera. On était un petit peu déçus par l'abandon de Rojava, parce qu'il était abandonné par les États-Unis, ils ont laissé faire les djihadistes. Mais la France, elle est revenue sur la décision, elle est allée sur place, elle a soutenu les Kurdes. Ça a empêché d'avoir un génocide de nouveau, quoi. Mais les crimes de guerre, ils sont en train de travailler sur des rapports, tout ce qui s'est passé, et bientôt, je pense, on aura des retombées assez. Voilà, parce qu'on a peur d'être victime de nouveau, maintenant, du gaz et du pétrole de nouveau, quoi. Ils sont en train de remonter la région. Les Catalans, il y avait aussi le Parlement catalan, oui. Oui, le Parlement catalan a voté la reconnaissance d'un État kurde en Syrie. Ils ont voté, il y a eu une grande manifestation à Barcelone. Vraiment, c'était nulle part on a vu ça, quoi. Mais il y a un rapprochement entre le catalan et le Kurdistan, même dans le passé, il y a eu pas mal d'échanges, de rapprochements significatifs, même au niveau du gouvernement à l'époque. C'est les images de toute la procédure de 88 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les Yézidis, lors de l'exode des Yézidis, quand les djihadistes sont venus à Chine. Normalement, l'un des conseillers du président kurde, il devait venir. Malheureusement, il n'a pas pu venir. On va voir par la suite. Peut-être que je ferai venir. Parce que il y a plusieurs pays qui ont reconnu le génocide des Yézidis. Mais ils sont toujours dans les camps, en Irak. Dans leur pays, ils sont réfugiés, quoi. Ils n'ont pas reconstruit, il n'y a pas de sécurité. Ils vivent dans la misère, quoi. C'est intéressant, je lis la question que tu as posée, non? Et si vous me permettez un peu dans l'esprit de l'Spiegelskor, qui est de commenter un peu, aujourd'hui on a l'honneur d'avoir un ancien chef du gouvernement et un ancien ministre extérieur. Merci beaucoup. Mais dans ce sens, comment vous voyez-vous ce problème? Pourquoi? C'est réellement l'intérêt économique qui fait qu'on essaie de ne pas parler, ou parce que Thierry a essayé d'approcher aussi le gouvernement d'Andorre, non? Et évidemment, c'est pas facile. Je comprends que politiquement, en plus en Andorre, Thierry, il faut que tu comprennes le doigt qu'ici, comme on est très peu, il faut qu'on se porte le cartable, et ouvrir un melon, c'est vraiment difficile, non? Mais dans ce sens, peut-être, je ne sais pas, Germain, Andorre. Non, mais quand j'ai vu que vous avez essayé d'approcher, mais vous avez demandé à être reçu, ils ont pas voulu. Oui, j'ai demandé même un rendez-vous pour discuter. Et on vous l'a pas donné? Non. Et j'ai réécrit. Ils m'ont dit, voilà, c'est le politique d'Andorre, elle est dirigée